famille, votre date et lieu de naissance, votre profession, etc. Alors, pourriez-vous nous dire, monsieur, pourriez-vous nous donner ces informations? Je vous en remercie. Réponse. Je m'appelle A.T. Klosterman. Je suis né le 25 septembre 1951 aux Pays-Bas, sur Rastefijn. Je suis depuis 1979 scientifique dans le domaine de l'ADN, scientifique médico-légal à l'Institut médico-légal néerlandais. Le président, et vous êtes un ressortissant néerlandais? Réponse du témoin, oui, tout à fait, je suis néerlandais. Le président, vous allez vous exprimer en anglais, comme je le fais moi-même. Or, le procès... Pour ce procès, nous avons deux langues simultanées, l'anglais et le français. Par conséquent, il est absolument essentiel que nous parlions lentement pour faire en sorte que les interprètes puissent faire leur travail et que les sténotypistes puissent transcrire nos propos. Donc, c'est assez facile lorsque les gens parlent dans des langues différentes, dans deux langues différentes. L'équipe de la défense s'exprimera en français. Mais puisque nous allons parler tous les deux anglais, il est parfois difficile de parler lentement. Au cas où vous parleriez trop rapidement, je vous ferai un signe pour que les interprètes puissent faire leur travail. Cette chambre a été constituée pour juger l'affaire, le procureur contre Monsieur Gbagbo et Monsieur Blegoudé. Vous êtes ici en tant qu'expert et vous devez donc participer à ce procès pour élucider la vérité. Et bien entendu, compte tenu de votre domaine de compétences et en fonction des questions qui vous ont été posées. Alors, bien évidemment, des questions vont vous être posées par les avocats ici présents. Dans un premier temps, un représentant du bureau du procureur, ensuite les deux équipes de la défense, puis les juges, si quelque chose n'est pas clair pour les juges. Et votre seul devoir, mais je suis sûre que vous le savez pertinemment, et que vous devez dire la vérité. Et en ce sens, j'aimerais vous demander de bien vouloir nous donner lecture de la formule que vous avez devant vous, et je vous en remercie. Le témoin, je déclare solennellement que je dirai la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. Le juge président, merci beaucoup. Je crois que le bureau du procureur s'apprête maintenant à vous poser des questions. Monsieur Demirjian, si à un moment ou à un autre, vous avez quelques préoccupations que ce soit, n'hésitez pas à m'en faire part. Bien, dit le témoin. Le président, Monsieur Demirjian. Monsieur Demirjian, bonjour, Monsieur le Président, Madame, Monsieur, bonjour à tous. Bonjour à vous, Monsieur Klosterman. 0098 0608. Est-ce que vous le voyez à l'écran? Le document est affiché à l'écran. Est-ce que vous le voyez? Le président, oui, nous savons de quoi il s'agit. Il a été présenté. Monsieur Demirjian, il s'agit du CV que vous avez fourni au bureau du procureur, n'est-ce pas, Monsieur Klosterman? Le président, le document a été présenté. Monsieur Demirjian, très bien, Monsieur le Président. Version of this CV. Le témoin, oui, effectivement, c'est la version de mon CV qui a été envoyée à la CPI par courriel. Monsieur Demirjian, très bien. Monsieur le Président, j'avais l'intention de parcourir avec le témoin son parcours professionnel pour parler de son domaine d'expertise. Je comprends que vous souhaitiez accélérer la procédure, mais vous devez d'abord établir que le témoin est un expert et que vous l'acceptiez en tant que tel. Est-ce que vous souhaitez que je parle avec lui de son expérience avant qu'on entende au sujet de son rapport? Le président, eh bien, tout cela figure dans le CV. Moi, je préférais qu'on passe directement au rapport. Monsieur Demirjian, très bien. Alors, avant de parler du rapport comme tel, je demanderai à la Chambre de bien reconnaître l'expertise de
Monsieur Klostermann, et j'utiliserai le libellé tel qu'il figure dans son CV. Donc, il est expert en enquête médico-légale et en traçage biologique, ainsi qu'en analyse d'appariement ADN. Le président, veuillez poursuivre. Monsieur Desmaisons, merci, Monsieur le Président. Monsieur Klostermann, est-ce que vous pouvez nous parler de l'institut auquel vous travaillez, que j'appellerai à partir de maintenant NFI, le NFI, l'Institut médico-légal des Pays-Bas. Le témoin. Je travaille effectivement au NFI, l'Institut médico-légal des Pays-Bas, ainsi qu'à l'Université d'Amsterdam, où je suis chargé de cours et spécialisé en études médico-légales. Et ma spécialité est donc l'ADN. Je vous parle brièvement de mon département chargé des analyses ADN au sein du NFI. J'ai commencé ma carrière en 1989. Nous étions environ 5 ou 6 employés à l'époque. Au moment où je vous parle, nous sommes environ une centaine, plus de 120 personnes travaillant au département de biologie de l'analyse ADN au sein du NFI. Nous avons une équipe de scientifiques chargés de rédiger des rapports, ainsi qu'une équipe différente de personnes chargées des éléments de preuve, qui effectuent des analyses sur les éléments de preuve, qui travaillent avec qui font des analyses ADN et qui sont chargés d'établir des profils. Et il y a également les scientifiques ADN qui préparent les rapports et j'en fais partie. Question. Merci pour cette précision, Monsieur Klostermann. Avant que nous nous penchions sur votre rapport, nous souhaiterions nous entendre sur une terminologie afin que nous comprenions en quoi consistent ces termes propres à votre domaine. Tout d'abord, nous avons le terme ou la norme ISO 17025 et je crois comprendre que le NFI adhère à cette norme. Pouvez-vous nous expliquer en quoi consiste cette norme? ISO 170. Réponse, oui, effectivement, la norme ISO 17025 est une norme qui régit les laboratoires. Je ne parle pas uniquement des laboratoires médico-légaux, mais tous les laboratoires. Donc tous les laboratoires peuvent adopter cette norme, notamment dans le domaine des analyses médico-légales et des analyses ADN. L'analyse doit être entreprise par un laboratoire accrédité. Ainsi, l'on peut connaître les procédures utilisées par ce laboratoire ainsi que les procédures qui sont contrôlées. Un laboratoire qui est accrédité est testé tous les 12 mois par un organe indépendant, le conseil d'accréditation aux Pays-Bas. Le président, puis-je simplement rappeler que tout le monde sait ce qu'est une norme ISO ou une certification ISO? C'est une garantie de qualité, c'est une certification ISO. Je crois que vous devriez parler du rapport maintenant. Monsieur Desmaisons, très bien, Monsieur le Président. Monsieur Klostermann, est-ce que vous pouvez nous expliquer quelle est la procédure suivie par le NFI lorsqu'il reçoit une demande aux fins d'identification ADN? Quelle est la procédure suivie au sein du NFI? Réponse. Et vous faites référence à quel rapport au juste? Parce que, vous savez, nous disposons de plusieurs rapports, Monsieur Desmaisons. Non, je vous parle de la procédure générale, des méthodes de travail du laboratoire. Lorsque vous recevez une requête d'une agence externe ou de la Cour, par exemple, lorsque vous recevez une demande aux fins d'identification ADN, quelle est la procédure suivie au sein du NFI à partir du moment où vous recevez cette demande jusqu'au moment où vous rédigez un rapport? Réponse. En l'occurrence, nous avons eu un contact par téléphone. Nous informons que cette affaire serait confiée au NFI aux fins d'identification d'ADN.
Nous avons donc pris rendez-vous avec les personnes qui nous ont communiqué cette affaire pour entendre ce qu'elles ont à nous dire et pour recevoir les pièces dont elles disposent. So we got some explanation about. On nous a expliqué les faits relatifs à cette affaire et le contexte sous-tendant donc la production des pièces qui ont été communiquées au NFI aux fins d'analyse ADN. Toutes les pièces portent une identité et sont sous-scellées, donc portent un numéro de référence de la CPI et du NFI. Cette référence, ces sceaux NFI, ont été attribués à partir du moment où le NFI a pris possession de ces pièces. Cette identification, cette forme d'identification est extrêmement importante dans le processus d'analyse ADN au sein du NFI. Donc c'est la première étape que nous suivons. L'étape qui suit, en l'occurrence, a consisté en la réception d'échantillons des cadavres. Nous avons procédé à des analyses différentes pour assurer un contrôle de la qualité au sein du laboratoire. Il est important que le laboratoire évite des risques de contamination dans la mesure du possible. Et donc nous avons un processus très strict à suivre. Ensuite, nous essayons d'extraire l'ADN des pièces et des éléments de référence. Pour un échantillon de référence, la procédure est très simple. En l'espèce, il s'agissait de dents et d'os, et c'est un processus beaucoup plus laborieux en ceci qu'il faut Before you can extract the DNA from the bone or the teeth. Donc réduire en poudre les os avant de pouvoir en extraire l'ADN. Est-ce que je peux poursuivre? Oui, je vous en prie, allez-y. Le témoin. Donc, à ce moment-là, nous recevons donc cet extrait. Nous avons à notre disposition un extrait d'ADN qui est donc versé dans une solution liquide. Nous essayons d'établir donc le volume d'ADN qui est contenu dans cet extrait. Si la concentration d'ADN est extrêmement faible, et nous l'avons d'ailleurs signalé s'agissant de quelques pièces, il est important de préciser que l'ADN provenant de cet extrait est très faible. Mais si la concentration d'ADN est très élevée, nous nous attendons donc à établir le profil sur la base de cet extrait. Une fois qu'on a déterminé la concentration d'ADN, l'étape suivante consiste en l'amplification d'ADN. Avant que nous procédions à l'analyse de l'ADN, nous procédons à une amplification, qui est une procédure courante en matière de recherche médico-légale. Après l'amplification de l'ADN, nous procédons à son analyse. Nous disposons à ce moment-là de suffisamment d'ADN pour extraire des informations importantes et spécifiques sur l'ADN ou sur l'aspect de l'ADN qui nous intéresse. Dans le monde médico-légal, l'intérêt où l'ADN revêt un intérêt important, il y a ce que nous appelons des loci ou des loci, et qui sont spécifiques, et qui sont différents selon les individus. En fin d'analyse, nous devons être en mesure de dire que cet élément appartient à tel individu. Et pour cela, il est important d'établir une distinction entre les différents types d'ADN. Et nous procédons grâce à un système que nous avons. Nous examinons les loci en même temps, des loci différents qui sont différents selon les individus. Un locus qui est très important est le locus relatif au sexe,
qui contient donc des marqueurs de chromosomes. La femme a 2 chromosomes X, alors que l'homme a des chromosomes X et Y. Et c'est très important, dans les cas d'identification, il est important de savoir que l'individu que vous êtes en train d'analyser est un homme ou une femme. Donc, une étape importante, c'est une étape importante dans le processus d'identification par ADN. Question. Avant que vous ne poursuiviez, Monsieur Klosterman, permettez-moi d'expliquer pour la gouverne des juges de la Chambre ce que signifie le mot Loki. De quoi s'agit-il? Réponse. Eh bien, nous parlons de lieux précis ou de parties précises de l'ADN. Nous savons d'où cela provient, nous savons comment elle se comporte. L'ADN de l'être humain comporte des millions de Loki. Et nous nous intéressons uniquement aux Loki qui sont différents selon les individus. Nous avons des millions de Loki dans le monde médico-légal et nous avons choisi entre 15 et 25 Loki bien spécifiques afin de comparer les profils ADN entre différents pays et même entre différents continents. Nous avons une procédure harmonisée à cet égard. Question. Vous avez dit qu'en l'espèce, vous avez dû réduire en poudre une dent. J'aurais une question à vous poser à cet égard. L'ADN se trouve-t-il dans une partie précise du corps ou est-ce que l'on peut extraire l'ADN dans différentes parties du corps? Réponse, l'ADN se trouve dans toutes les parties du corps qui contiennent des cellules. Dans le noyau de la cellule, l'ADN est contenu. Donc toute partie du corps humain contient l'ADN. Mais certaines parties ont une concentration plus élevée d'ADN que d'autres. Les dents, les os par exemple, ont une concentration d'ADN très faible. Cela dit, la bonne nouvelle, c'est que s'agissant des os et des dents, l'ADN est conservé. On peut dégager le profil ADN à partir d'une dent, même après des années. Question. Vous avez évoqué les mots cellules et noyaux. J'aimerais que nous parlions de noyaux maintenant. D'abord, est-ce qu'il existe différents types d'ADN? Réponse, oui, il existe différents types d'ADN. S'agissant de cette affaire, seul l'ADN autosome nous a intéressés. Donc, outre l'ADN des cellules, il y a l'ADN extrait donc des cellules, des noyaux, mais il y a aussi l'ADN qui est contenu à l'extérieur de la cellule et qui est important aux fins d'identification. Dit ADN mitochondrial. Question. Donc, aux fins de cette affaire, vous vous êtes intéressé donc à l'ADN provenant du noyau. Et réponse, c'est exact. Question. Fort bien. Vous nous avez expliqué comment vous avez pu extraire l'ADN. Vous avez parlé du fait que vous avez réduit en poudre l'échantillon. Comment est-ce que vous analysez l'échantillon afin d'en extraire l'ADN? Réponse, eh bien, comme j'ai essayé de l'expliquer, d'abord nous procédons par amplification pour déterminer combien d'ADN est contenu dans cet extrait. Nous savons par exemple quel est le niveau optimal d'ADN auquel on peut s'attendre d'après un extrait. Ensuite, il y a donc l'ADN est mis dans des éprouvettes. L'extrait est donc placé dans une éprouvette et des agents sont ajoutés à cela. Le tube ensuite passe par un cycle thermique et le cycle thermique fait son travail. Après 1 heure environ, l'ADN est amplifié des millions de fois et nous pouvons l'analyser de façon plus simple. Est-ce que tout ADN peut être amplifié? Non. Seules certaines parties d'ADN, celles qui nous intéressent, notamment les Loki qui nous intéressent, peuvent être amplifiées à ce moment-là. Question. Dans un instant, nous allons aborder un point en particulier, mais avant cela, je voudrais vous
poser une question concernant l'ADN d'une personne spécifique. Comment est-ce que l'ADN de cette personne se rapporte à l'ADN des membres de sa famille, par exemple? Réponse. Ce qu'il faut savoir au sujet de l'ADN, c'est que c'est héréditaire. La moitié de votre ADN provient de votre père et l'autre moitié provient de votre père. L'ADN est donc un outil extrêmement utile aux fins d'identification. Lorsque vous avez un père ou une mère ou un fils qui est disponible, vous pouvez à ce moment-là identifier la personne parce que vous pouvez reconnaître des éléments d'ADN qui ont été hérités des parents de cette personne spécifique. C'est pourquoi l'ADN est un moyen extrêmement efficace pour l'identification des individus. Et c'est ce que nous utilisons dans notre laboratoire. Le président, est-ce que vous pouvez aller au fond du rapport? Est-ce que vous pouvez poser des questions précises? Vous savez, nombre de ces informations sont déjà connues. Parlez des échantillons, des résultats précis. Monsieur Desmiachian, très bien, Monsieur le Président. Je voulais simplement être sûr que l'on s'entende sur la terminologie relative à l'ADN avant de passer au fond du rapport. Nous voyons également le terme allèle dans votre rapport, utilisé dans votre rapport. Pouvez-vous nous expliquer de quoi il s'agit? Réponse. Oui, j'ai parlé donc des loci au sein de la communauté médico-légale. Ce sont des variables, c'est-à-dire que vous avez différentes alternatives. Le groupe sanguin, il y a des gens qui ont le groupe sanguin A, d'autres ont un groupe sanguin B ou O, et c'est ce que nous appelons des allèles. Il en va de même pour les échantillons ADN que nous avons examinés. Lorsque vous regardez au sein d'une communauté, pour chaque loci, vous avez entre 8 et 20 différents allèles. Et nous devons avoir un nom pour cela. Et les noms sont, c'est ce que nous appelons des allèles. C'est le nom qui désigne cela. I think there's also allele frequency. Yes. Question. Il y a aussi un autre terme que l'on retrouve dans votre rapport, fréquence des allèles. Qu'est-ce que c'est? Réponse. Bien. Après que nous avons procédé à une comparaison entre différents profils, par exemple, un profil de relation putative entre père et fils, nous essayons de voir s'il y a un appariement. Ensuite, cet appariement, on essaie de déterminer ce qu'il signifie. Est-ce qu'il contient une valeur probante, des informations probantes? Mais avant de pouvoir nous prononcer là-dessus, nous devons déterminer quel est l'allèle qui a été transféré de ce père à son enfant et disposer d'informations. Est-ce que cet allèle est rare, cet allèle qui a été transféré du géniteur à la progéniture? Donc nous prélevons un échantillon au sein d'une population, nous examinons l'allèle au sein de cette population. Il peut s'agir d'une centaine de milliers de personnes vivant dans un même village. Nous analysons donc ces individus pour voir si l'allèle est fréquent au sein de cette population. Après cela, l'on détermine sa fréquence, la fréquence du groupe sanguin A, B, etc., etc., au sein de cette même population. Et on ne peut le faire qu'en procédant à des analyses auprès d'individus différents. Cette information est indispensable pour pouvoir parler de la force probante du lien familial. Question. Le rapport auquel je m'intéresse est daté du 13 mai. Au fin du dossier, il s'agit du document portant la référence CIVOTP 0084 3930. Et pour ce qui vous concerne, Monsieur Klosterman, il s'agit de la référence NFI 2014 05 23 159.
le témoin. Et la demande, le numéro de demande, Monsieur Desméjian, le numéro 3. Le témoin, oui, je l'ai sous les yeux. Monsieur Desméjian, très bien. C'est celui qui porte la mention rapport amendé, amended report. Le témoin, très bien. Monsieur Desméjian, je ne vois pas le document à l'écran. Est-ce qu'il est affiché? Très bien. Montrez la page de garde, s'il vous plaît. Thank you. Merci. Le rapport est confidentiel puisqu'il contient des noms expurgés. Avant d'en venir au fond du rapport, Monsieur Klosterman, pouvez-vous nous dire ce que l'on voit au bas du rapport, au bas de la page, amended report, rapport amendé. Pourquoi cette mention a-t-elle été ajoutée? Réponse. Oui, effectivement, c'est que nous avions un autre rapport dans cette affaire qui avait été produit un mois avant cela, plus précisément au 27 mars 2015. Et après que ce rapport a été envoyé, nous avons constaté qu'il y avait une coquille, des erreurs contenues dans ce rapport. Donc nous avons corrigé ces erreurs et nous l'avons appelé rapport amendé. Et il est daté du 13 mai 2015. Monsieur Desméjian, très bien. Question. Donc ce qui a été corrigé, en fait, c'est le rapport de mai 2015. Question. Très bien. Puis-je vous demander de tourner la page qui est intitulée Case Information. Donc la page suivante. Merci. Veuillez faire un zoom avant, s'il vous plaît, pour la gouverne des personnes ici dans le prétoire. Ici, il est indiqué en haut du rapport, là où il est écrit Samples, échantillon référence de 16 victimes, personnes non identifiées, et échantillon de référence provenant de 12 parents ou membres de la famille de 6 personnes portées disparues. Ensuite, il est dit le reste des extraits d'ADN des restes humains et les échantillons de référence seront conservés par le Netherlands Forensic Institute jusqu'à nouvel ordre ou si une demande est faite par les autorités. Réponse, oui, c'est exact. Nous conservons tout cela jusqu'à ce que à moins de recevoir une demande des autorités compétentes. Question, très bien. Un peu plus bas, il y a des informations supplémentaires que vous venez d'expliquer d'ailleurs. Vous avez parlé de coquilles qui étaient contenues dans le rapport initial. Je n'ai pas de questions à poser là-dessus, donc je vous demande de tourner la page où l'on peut voir numéro 1, Samples Received, échantillons reçus. Monsieur Klosterman, pouvez-vous nous expliquer ce que contient ce tableau, brièvement? Réponse. Pour la chaîne de conservation, il est important de préciser que nous avons reçu ces échantillons le 22 janvier 2015 et ces pièces ont été reçues par le NFI. Ils nous ont été envoyés par la CPI, plus précisément par le docteur Bakar. Et il s'agit donc des pièces que nous avons reçues au NFI de la part de M. Bakar. Dans la première colonne, ou la colonne de gauche, c'est ce que nous appelons le numéro de référence de l'échantillon ADN attribué par le NFI. Le NFI accorde une importance capitale à ce numéro. Lorsque j'examine ou je reçois un échantillon, je dois lui attribuer un numéro de référence et c'est ce numéro de référence que j'utilise à partir de là. Il est extrêmement important, aux fins d'identification d'ADN, de préciser ce numéro de référence. Il y a également un numéro CPI original. Et ce numéro, où le suffixe est ICC.
Cette référence contient la référence du NFI ainsi que celle de la CPI. Ensuite, il y a une description. Donc, c'est And un récipient contenant 4 dents provenant de la victime numéro 1. Et il en va de même pour le reste. Donc, s'agissant de toutes les pièces que nous avons reçues au NFI, les numéros qui sont attribués par la CPI ainsi que les numéros correspondants attribués par le NFI. Very well. Question. Très bien. Vous nous avez expliqué précédemment l'importance du numéro d'identification NFI. Et juste après cela, il y a une section intitulée Informations et instructions reçues. Et dans ce passage, vous expliquez les instructions qui vous ont été communiquées par la CPI. Ici, l'on voit le terme profil établi précédemment à partir d'échantillons de référence. Doit-on en conclure que les échantillons ADN des parents des victimes avaient déjà été établis? Réponse. Vous me parlez maintenant de la demande numéro 3, mais il y a aussi la demande numéro 1 dans cette affaire. Il ne s'agit pas d'un rapport que j'ai préparé moi-même, mais c'est un rapport qui émane d'un collègue à moi. S'agissant de la demande numéro 1 que nous avons reçue les pièces qui sont également mentionnées dans ce tableau. Et la demande numéro 1 est en date du 24 mai 2014. Et ce rapport est en date du 8 juillet 2014. Il a été signé par un de mes collègues. C'est à ce moment-là que nous avons reçu l'échantillon de référence des membres de la famille. So in January, Donc, en janvier 2015, pour ce qui est de ce rapport, vous avez reçu de nouveaux échantillons de victimes, réponse d'autres victimes. Question. Et à ce moment-là, on vous a demandé à procéder à une comparaison des profils ADN avec des profils qui avaient déjà établis pour des membres de la famille. Réponse, oui. Nous avions des profils disponibles pour les membres de la famille. Nous avons analysé les nouveaux échantillons et nous devions procéder à la comparaison avec les profils existants qui venaient des échantillons de référence. Question. Et si on passe à la page suivante, nous avons là le tableau numéro 2. Il va arriver. Voilà. Est-il exact qu'il s'agit là du tableau où on retrouve les profils ADN établis précédemment des membres de la famille? Réponse oui. Ça a été copié sur l'autre rapport. Question. En dessous de ce tableau, il y a l'explication de la méthode qui a été utilisée pour extraire ce profil ADN. Et à la page suivante, au 3.1, on voit extraction et quantification de l'ADN. Vous expliquez ici que pour les 16 victimes, on a pulvérisé les éléments suivants et on énumère la liste de tout ce qui a été utilisé pour chacune des victimes. Pourriez-vous, s'il vous plaît, préciser à notre intention un point? En dessous de ce tableau, il y a une phrase qui dit « Les concentrations de l'ADN humain total et mâle dans les extraits ont été quantifiés en utilisant un test PCR duplex en temps réel. » Voici ma question. Pourquoi est-ce qu'il s'agit simplement d'ADN masculin? Réponse. Je vous remercie d'avoir posé la question. Je vous ai expliqué précédemment que les femmes ont 2 chromosomes X, tandis que les hommes ont un Y et un X.
Dans cette quantification, on examine la quantité totale d'ADN, mais également ce qui vient du chromosome Y. Donc, c'est-à-dire pour l'ADN masculin. Ça, c'est important lorsque on a des mélanges. On a ici des échantillons de référence. On ne s'attend pas à avoir ici des mélanges. Mais quand on a des analyses où il y a des mélanges, on procède à cet examen parce que cette information est importante. On voit quelle est la quantité d'ADN masculin, quantité d'ADN féminin. Donc, c'est comme ça que l'on décrit la méthode de quantification. Donc, sur base de cette information, on sait immédiatement s'il s'agit d'un individu masculin ou féminin. Et on retrouve ça d'ailleurs aussi dans le profil ADN qui a lieu un peu plus tard, après la quantification. Question, très bien. Et pour un profane comme moi, qu'est-ce que c'est qu'un essai PCR duplex en temps réel? Also, Réponse. Cela contient une toute petite quantité d'ADN qu'on ne peut pas analyser directement à cause de la concentration d'ADN. Il faut d'abord amplifier l'ADN avant de pouvoir procéder à la quantification. Ça, c'est le nom de la technologie. C'est un PCR en temps réel. On mesure la concentration de l'ADN au cours du processus d'amplification. C'est ça qu'on appelle le PCR en temps réel. C'est-à-dire que on suit tout le processus par le biais, en suivant les cycles d'amplification pour obtenir les informations que l'on souhaite obtenir sur la concentration d'ADN. Tous les scientifiques et les laboratoires connaissent bien ce système, mais je peux comprendre que pour un profane, ça soit difficile. Question, ça fait partie de notre travail au quotidien. Merci pour cette explication. Donc, à la fin de ce processus, qu'obtenez-vous? Réponse, eh bien, ce que l'on obtient, ce sont les informations sur la quantité d'ADN qu'il y a dans l'extrait et combien d'ADN masculin on a dans l'extrait. C'est une information très importante pour la phase suivante du processus. Il faut savoir combien d'ADN il faut obtenir pour avoir un processus d'amplification positif. Et on sait également que pour un échantillon, par exemple, la possibilité d'obtenir un profil ADN est vraiment très mince, tout simplement parce qu'il n'y a pas beaucoup d'ADN. Ou bien un échantillon a trop d'ADN au fin de l'amplification et il faut le diluer. Mais on n'a pas eu de problème avec ces échantillons-ci qui contenaient une faible quantité d'ADN. Dans la plupart des cas, suffisamment d'ADN pour obtenir les informations nécessaires. Question, très bien. Alors, examinons les informations ADN sur la page suivante. Nous sommes au point 3.2, le profilage ADN. Veuillez expliquer le processus du premier paragraphe et le système des kits utilisés. Et au 3.3, vous expliquez comment vous comparez les profils ADN des victimes et ceux de la parentèle des personnes disparues. Alors, sous le point 3.3, c'est ce que je voudrais que nous examinions. Au deuxième paragraphe, on parle du logiciel d'identification ADN des victimes de catastrophe Bonaparte. Il a été utilisé pour comparer les données de profilage ADN ante-mortem des personnes disparues avec les profils ADN des échantillons de référence post-mortem de victimes non identifiées. Alors, pour bien comprendre cette phrase, c'est là que vous comparez l'ADN ante-mortem, donc celui des membres de la famille. Réponse oui. Question, la phase suivante.
commence par les données de fréquence sur les allèles, les données de fréquence néerlandaises. Vous avez expliqué ce qu'était que la fréquence des allèles un peu plus tôt. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est que la fréquence des allèles néerlandaises dans ce cas? Réponse. Nous avons les profils des victimes, des os, des échantillons des os et des dents, et nous avons les profils des membres de la famille vivants qui ont fourni l'ADN, et il faut procéder à la comparaison parce qu'il peut y avoir des liens familiaux entre la victime et les membres de cette famille. On peut faire cela manuellement, mais il vaut mieux procéder de façon électronique. Et c'est le logiciel Bonaparte qui se fait ce travail. Les profils sont transférés de façon électronique vers le logiciel qui procède alors à la comparaison entre les victimes et les membres de la famille pour savoir s'il y a une correspondance entre une victime donnée et un membre de la famille. S'il n'y a pas de correspondance, il ne peut pas y avoir de relation de parentèle. Comme on le voit dans les informations de ces pays, on voit qu'il y a par exemple relation mère-enfant, relation de famille. S'il n'y a pas de correspondance, tout s'arrête. Mais s'il y a une correspondance avec un membre de la famille, il faut savoir quelle est la solidité des éléments que l'on a. Si les éléments sont solides ou faibles, il faut le savoir. Et l'ADN nous donne la possibilité de répondre à ces questions. Je vous ai également dit qu'au fin d'une estimation de la fréquence d'un certain allèle, dans un cas donné, il faut procéder à la quantification de la présence de cet allèle dans la population. Dans l'idéal, il faut que ce soit la population pertinente. Parfois, on n'a pas cette population pertinente à disposition. On a une grande base de données aux Pays-Bas qui est disponible. C'est une base de données génétique sur la population. Tous ceux qui sont dans la base de données sont des volontaires. Et donc, c'est la base de données que nous avons utilisée. C'est celle que nous avons utilisée dans ce cas-ci. C'est ce que nous avons essayé de vous expliquer. Question. Alors, pour bien comprendre, est-ce que cela a une incidence si on utilise la base de données sur la fréquence des allèles néerlandaises par rapport à une population non néerlandaise, comme celle de Côte d'Ivoire? Réponse. On ne l'a pas fait parce qu'on n'a pas de base de données génétique sur la population du pays dont vous avez parlé. Ça peut avoir une incidence, mais dans le cas d'espèce, les probabilités étaient vraiment très élevées en utilisant la base de données néerlandaise. On pense que la valeur probatoire ou la valeur, l'interprète se reprend, la valeur éventuelle sera extrêmement élevée par rapport à une autre base de données. Par exemple, une base de données ADN du pays donné qui serait la Côte d'Ivoire. Mais il y a une incidence. Question. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment le coefficient de probabilité peut être calculé? Réponse. Oui, nous avons des formules mathématiques assez simples pour toute relation familiale envisageable. Un enfant et un parent, deux frères, deux sœurs. Pour les demi-frères, demi-sœurs, on peut également procéder à des calculs. Ce sont des calculs qui sont faits de façon informatique. On utilise des programmes informatiques pour procéder à ces calculs-là. Et Bonaparte peut exécuter ces calculs pour nous. Donc, non seulement
il peut identifier les correspondances familiales, mais également il peut calculer un ratio. Mais il faut bien entendu alimenter Bonaparte avec les échantillons génétiques de population. Et là, nous avons utilisé la base de données néerlandaise, ce qui est tout à fait ce qu'on fait pour les cas d'identification standard. Réponse, question. Très bien. Donc, selon vous, cela a été utilisé dans d'autres affaires? Réponse oui. Question. Puisque nous sommes sur ce point-là, ça c'est quelque chose qui n'a pas été couvert dans votre curriculum vitae, je ne sais pas si avez-vous fréquemment déposé sur l'ADN dans le passé? Réponse, à peu près 250 fois aux Pays-Bas pour des affaires néerlandaises. C'est la première fois que je comparerai devant une cour internationale. Question. Et dernière question sur ce point. Quel est le type de dossier que vous avez traité? Réponse. La plupart du temps, il s'agissait d'affaires pénales aux Pays-Bas où il fallait comparer des références, l'ADN d'un suspect avec des taches qui avaient été découvertes. Nous avons procédé à quelques 250 analyses qui ont joué un rôle dans l'identification. Question. Vous nous avez expliqué que quand il n'y a pas de correspondance, les choses s'arrêtaient. Quand il y a correspondance, vous établissez ce coefficient de vraisemblable. Question. Réponse oui. Question. Est-ce, si je comprends bien, que cette correspondance, c'est le résultat d'une analyse scientifique et puis vous avez un aspect plus statistique. Est-ce que c'est comme ça qu'il faut comprendre les choses? Réponse oui. Ça marche toujours ensemble. Même lorsque vous avez une affaire, un dossier clair, un lien clair avec un profil qui vient d'une cigarette, et qu'on a un suspect et qu'il y a une correspondance, il faut toujours savoir quelle est la solidité des éléments pour une affaire en particulier. Donc, on peut faire ces calculs-là sur base des profils ADN que l'on obtient à partir des éléments de preuve. Question. Bon, examinons maintenant les résultats. Il s'agit là de la section 4 de votre rapport. Vous commencez ici par la victime 13. Pas de profil ADN obtenu, mais vous avez obtenu des profils ADN pour les 15 victimes restantes. Et vous dites que 14 d'entre elles ont un génotype féminin. Pas de questions sur cette section des résultats. Je vous demanderai simplement de passer à la page suivante. Il s'agit de la page de la section 5, résultats d'identification ADN. Vous expliquez que les profils ADN des victimes non identifiées ont été comparés aux profils ADN des membres de la famille qui figurent dans le tableau 2 et les coefficients de vraisemblance ont été calculés. Sous le paragraphe 1, on voit les résultats de profilage ADN des restes. Alors, il y a un numéro ici, AAHJ 2574NL, de la victime numéro 3, démontre qu'il y a une correspondance familiale avec les parents de Gnon Rokia Ouattara. Et vous donnez un chiffre, étant donné l'arbre généalogique, les résultats de la correspondance ADN sont plus de 1 milliard de fois probables si la dent de Gnon Rokia Ouattara provenant de l'ADN provenant de la dent de Gnon Rokia Ouattara, que si cette dent était venue et provenait d'une personne, d'une femme aléatoire et non liée à la famille. Est-ce que vous pouvez expliquer cela?
Réponse. Je n'ai pas bien compris votre question. Alors, je vais être plus précis. Le Président, est-ce que vous pouvez nous expliquer le paragraphe 1, le résultat qui figure dans le paragraphe 1? Réponse. Eh bien, dans ce cas-ci, nous avions une correspondance. Nous avions qu'il y avait une relation familiale entre la victime 3 et les membres de la famille. Et nous avions ici une personne non identifiée qui entrait dans le cadre d'une correspondance. Donc, on pouvait avoir une identification positive. Alors, quelle est la solidité des éléments? On peut donner une réponse. Comment on peut donner une réponse? Eh bien, on procède à des calculs de ratio. Dans le passé, on appelait ça l'indice de paternité. Dans les analyses des recherches de paternité, on pouvait déterminer si quelqu'un était le père d'un enfant ou pas. Avant de procéder à ce calcul sur le ratio, il faut avoir 2 scénarios. Et il faut savoir quel est le scénario qui correspond le mieux au résultat de votre analyse. Donc ici, on a un scénario numéro 1, ils sont liés. Scénario numéro 2, ils ne sont pas liés. Donc ce sont des personnes qui ne sont pas liées par le sang. Pour les 2 scénarios, on calcule quel est le degré de solidité des éléments, quelle est la probabilité d'obtenir un résultat de la typologie ADN dans ce scénario-ci ou dans l'autre. Et puis, on procède à une séparation entre les deux. On est arrivé à 1 milliard, c'est-à-dire 1000 millions. C'est-à-dire que c'est vraiment un élément extrêmement solide. Il y a également nos valeurs seuil. Si on dépasse le milliard, on ne rend pas compte de ces chiffres-là. Il n'y a pas de chiffre qui soit, de valeur qui soit vraiment plus probante qu'au-delà du milliard. Donc ça, c'est l'échelle qu'on utilise pour évaluer la solidité des éléments, pour déterminer les relations familiales lorsqu'on procède à des analyses ADN. Question. Vous avez répondu à ma question suivante. C'est le niveau le plus élevé, même si on pourrait avoir des chiffres plus élevés? Réponse oui. Question. Donc, sur base de cette conclusion, professeur Klosterman, peut-on dire qu'il est très peu probable que quelqu'un d'autre, avec un profil ADN semblable, corresponde à la personne de la famille qui a fourni l'échantillon ADN? Réponse. Tout ce que je peux vous dire, c'est que la probabilité qu'une personne non liée à ceci corresponde est vraiment extrêmement faible. Tout cela figure dans ce chiffre de 1 milliard. Par exemple, si je prends mon propre profil ADN et si je veux voir si je corresponds, la probabilité d'une correspondance est vraiment extrêmement mince. Question. Et ces conclusions que l'on retrouve aux 2 et 3, pour ce qui est des correspondances familiales avec des membres de la famille de Malem Silla, et au point 3 avec les membres de la famille de Moyamou Kone disparu, c'est la même chose. Réponse, oui. Pour ces 3 cas, on a à chaque fois un chiffre de plus d'1 milliard, ce qui est notre valeur seuil. Question. Et les chiffres qu'on voit ici, là où ça commence par AHG, ce sont ce sont les échantillons qui ont été reçus comme là-dedans. À quoi font référence ces numéros? Réponse, eh bien, ce sont les numéros NFI. Ce sont les numéros d'identification NFI qui ont été déterminés au fin du processus d'analyse. Donc, si vous revenez au tableau, à la page
sous le 3.1. Vous avez là toutes les informations sur ce numéro NFI. Question pour référence, c'est la page 00843934. C'est là que Madame et Messieurs les juges retrouveront le tableau auquel on vient de faire référence avec les numéros NFI. C'est bien le tableau auquel vous avez fait référence? Réponse oui. Question, la dernière page de votre rapport, c'est le point 6. Analyse ADN supplémentaire. Vous nous dites ici qu'à la demande du docteur Baccar, le fémur de la victime 8 sera également analysé. La raison, c'est la possibilité qu'il y ait eu un mélange des restes, des dents et des fémurs. Donc le résultat de cet exercice fait l'objet d'un autre rapport séparé. Réponse oui. Question, à la fin de la page, on voit votre nom et votre signature. C'est bien votre signature? Réponse, c'est ma signature. Question, Monsieur le Président, je demande à ce que le rapport soit versé aux pièces. Pour l'instant, le Président, oui. Procureur, Monsieur le Président, il nous reste 5 minutes et je dois parcourir le second rapport. Le moment est-il opportun de procéder à la pause? Le Président, nous allons faire une demi-heure de pause et nous reprendrons à 11h15. Cela vous convient? Le témoin, cela me convient. Le Président, très bien, cette séance est suspendue. Greffier d'audience, l'audience est suspendue.